Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence. En tant que directeur achat hospitalier, vous jouez un rôle stratégique dans l'évolution des modèles économiques de vos établissements de santé. Les modèles d'achat qui intègrent une gestion globale représentent une opportunité majeure pour recentrer les professionnels de santé sur leur cœur de métier. En fluidifiant les parcours patients, ces approches contribuent également à une amélioration tangible de l'efficacité économique. Les projets immobiliers et les renouvellements d'équipements lourds sont des moments clés pour repenser vos stratégies d'achat. Ils permettent d'intégrer des solutions innovantes, tournées vers la performance et la durabilité. Dans vos établissements, l'hétérogénéité des équipements constitue pourtant un frein à la performance globale, d'autant plus que les budgets d'investissement sont contraints. Et il est compliqué pour un médecin de devoir utiliser des machines différentes dans deux établissements du même GHT. Car la logique territoriale des soins impose désormais une compatibilité accrue des équipements entre établissements. La gestion de parc, sur la base d'une redevance annuelle, apparaît comme une réponse pertinente à ces enjeux. Elle permet de contractualiser l'achat, la maintenance à la fois préventive et curative, les mises à jour logicielles et le dépannage dans une approche intégrée. Toutefois, la maîtrise du coût annuel et du mode de financement de cette redevance reste indispensable. Cela nécessite de votre part une évaluation rigoureuse du ratio bénéfice fonctionnel coût financier qui ne peut être favorable que si le contrat est complet et bien structuré. Ces enjeux sont au cœur d'une fonction achat performante. Durant cette webconférence, nous allons illustrer comment ces nouveaux leviers peuvent être activés. Pour ce faire, nous aurons l'occasion de bénéficier d'un regard croisé des industriels et des établissements de santé ayant adopté ce mode de gestion, de profiter des retours d'expérience des participants proposant des solutions sur le marché de la santé, de confronter la vision du marché international avec celle du marché français. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des participants dont les témoignages viendront enrichir cette session. Je vous laisse maintenant avec nos expertes, Magali Pierrefitte, ingénieure biomédicale et experte à l'ANAP, et Marielle Pierdon, experte achat logistique à l'ANAP également. Excellente webconférence à tous. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à cette webconférence. Un grand merci également à Emmeline Flinois d'avoir posé le cadre en rappelant les enjeux majeurs des achats globaux. Je suis Magali Pierrefitte, ingénieure biomédicale et experte à l'ANAP et je suis accompagnée de Marielle Pierdon, experte logistique et achat. Bonjour Marielle. Bonjour Magali. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc ravis d'animer cette webconférence à vos côtés aujourd'hui. Cette webconférence se déroulera en plusieurs séquences. D'abord, Madame Véronique Chasse de la DGES ouvrira cette session en recontextualisant l'enjeu des achats globaux dans la feuille de route nationale de la performance achat et logistique. Puis, Valentin Simon nous apportera un éclairage financier et économique sur les nouvelles modalités d'achat en gestion de parc en coût complet, en mettant en avant les leviers d'efficience associés. La deuxième partie sera composée de 3 retours d'expérience pour illustrer concrètement la mise en œuvre de ces approches sur la gestion de différents dispositifs médicaux. Puis, nous aurons une vision prospective de centrales d'achat par le RESA et UniAchat. Enfin, sachez que vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de cette webconférence. Nous y répondrons directement à l'écrit. C'est parti! C'est parti Magali. Pour ouvrir la première séquence, j'ai l'immense honneur d'accueillir Madame Véronique Chasse. Bonjour. Bonjour Marielle. Bonjour Magali. Bonjour Madame Chasse. Je suis ravie également d'être présente aujourd'hui avec vous. Vous êtes chef de la mission phare à la DGES et je vous laisse nous présenter comment les achats globaux qui contribuent à la performance ont été intégrés à la feuille de route pluriannuelle. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, dans les achats, traditionnellement, on utilise des leviers très classiques tels que la massification, la négociation, le travail des besoins, etc. Un des rôles des fonctions achats est de trouver de nouveaux leviers pour permettre des améliorations continues en vue d'aller chercher de la performance. C'est dans cette perspective que les achats globaux s'inscrivent. Ils s'inscrivent aussi dans une catégorie un petit peu plus large que sont les achats dits à levier complexe et qui sont intégrés dans la feuille de route achat et logistique 2025-2027.
ces achats à levier complexe, en fait, repensent la manière d'acheter. Ils ouvrent sur un espace de créativité, ce qui signifie que les modèles contractuels vont être repensés, les relations avec les fournisseurs vont être également repensées, et on va passer d'un état où finalement le fournisseur qui était un titulaire de marché va au contraire être dans une dynamique extrêmement active et force de proposition. Donc ça, c'est un point qui est absolument crucial. L'autre point qui me semble aussi important, c'est que les achats à levier complexe sont une manière de capter l'innovation. Et cette innovation peut être ainsi mise au service des patients et du soin. Autre point très caractéristique des achats à levier complexe, c'est que on va pouvoir en fait redéfinir les structures de coûts. C'est-à-dire, on va passer d'une logique de prix d'achat à une logique de coût d'achat et donc de coût global, dans laquelle on va pouvoir intégrer des clauses de productivité et des clauses de performance. Il s'agit donc d'une approche plus complète à 360 degrés qui donne à l'acte d'achat une dimension très stratégique. Ils ont donc toute leur place dans la feuille de route achat et logistique. Et enfin, rappelons que cette feuille de route repose sur un principe de co-construction avec tous les acteurs du secteur, dont certains ont d'ailleurs déjà mis en place ces achats. Je pense notamment à certaines structures et bien sûr aux centrales d'achat nationales. Merci beaucoup, Madame Chasse, pour ces éléments d'introduction. Je vous en prie. Pour poursuivre cette séquence, nous avons pu nous entretenir plutôt avec Monsieur Valentin Simon, directeur du pôle performance des parcours et prise en charge sanitaire à la NAP. En tant qu'ancien directeur achat et logistique, il nous a apporté un regard sur l'efficience économique de ce type d'achat en établissement de santé. Les achats en coût complet ou achats en coût total de possession, appelés également TCO, prennent en compte non seulement le prix d'achat initial, mais aussi tous les coûts associés à l'utilisation, la maintenance et la fin de vie du produit. Cette approche globale permet de regrouper plusieurs prestations, achat, maintenance, mise à jour, dépannage, dans un contrat unique, souvent basé sur une redevance annuelle. Ce qui est intéressant avec cette mutualisation, c'est qu'elle permet notamment la réduction des coûts cachés. En considérant tous les coûts associés, l'établissement peut effectivement éviter les surprises financières liées à des frais de maintenance élevés ou à des coûts de remplacement prématurés. Elle permet également d'offrir une meilleure prise de décision puisque les décisions d'achat basées sur le coût complet permettent de choisir des produits de meilleure qualité ou plus durables, même s'ils sont parfois plus chers à l'achat, ils s'avèrent être moins coûteux sur le long terme. Par ailleurs, dans un contexte de coopération territoriale, on pense aux GHT ou aux groupements médico-sociaux, les achats globaux facilitent l'harmonisation des équipements et des pratiques. Cela permet une meilleure interopérabilité, une mutualisation des formations et des pièces détachées, une continuité de service également entre établissements. Également l'optimisation des ressources. En intégrant les coûts de fonctionnement et de maintenance, les établissements peuvent mieux planifier et allouer les ressources, notamment sur la partie maintenance, qu'elle soit biomédicale ou qu'elle concerne les services techniques. Par ailleurs, l'enjeu de la durabilité, de la responsabilité, à travers l'acquisition de produits plus durables et respectueux de l'environnement, ce qui aujourd'hui doit impérativement être appréhendé par les établissements pour engager la transition écologique de notre système de santé. Enfin, l'amélioration des relations fournisseurs, puisqu'en travaillant avec des fournisseurs pour comprendre et réduire le coût total de possession, les établissements peuvent établir des partenariats plus solides et collaboratifs, garants d'une meilleure efficacité économique au long terme. En résumé, les achats en coût complet permettent une vision plus holistique et stratégique des dépenses, conduisant à des économies et à une efficacité accrue sur le long terme. Ceci répond parfaitement aux enjeux d'une fonction achat performante, comme annoncé précédemment par Madame Véronique Chasse, que je remercie chaleureusement. Merci à Valentin Simon pour ces éléments qui permettent d'éclairer l'ensemble des participants. Nous comprenons donc que ces modalités d'achat offrent de nouvelles opportunités, tant pour les établissements que pour les industriels. Nous allons à présent écouter les témoignages de ceux qui sont passés à l'action.
Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir sur notre plateau Madame Caroline Ferlat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure biomédicale au CHI de Créteil, responsable du service et de ses investissements. Et Monsieur Jean-Luc Tépinier. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes directeur gestion en parc d'échographie chez General Electric. Exact. Et vous allez nous faire un retour d'expérience sur la gestion optimisée de parcs d'échographie. Depuis plusieurs années, nous observons une augmentation des demandes d'échographes dans nos établissements de santé. Une augmentation et une évolution qui est liée notamment à l'augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques. L'échographie répond aux besoins de différentes spécialités, telles que la cardiologie vasculaire et la gynécologie obstétrique. Madame Ferlat, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez opéré ce virage dans votre établissement pour passer vers de la gestion de parc ? Oui, bonjour. Tout à fait. Je vais d'abord présenter notre établissement. Notre établissement est un hôpital hospitalo-universitaire de proximité, avec notamment des secteurs de pointe comme la gynéco-obstétrique. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un parc d'échographie de pointe adapté aux besoins. Et on s'est aperçu qu'on avait des difficultés à répondre à l'ensemble des besoins. Et donc, au préalable, on avait un parc très hétérogène avec une dizaine de marques différentes, de générations différentes. Une partie des échographes avait plus de 10 ans, qui donc des niveaux de performance variables. Et il fallait répondre à l'ensemble des attentes cliniques avec un budget maîtrisé, tant en acquisition qu'en maintenance. Et donc, il fallait trouver une autre façon de gérer le matériel. Et donc, la mise en place de la gestion du parc nous a permis de mettre en adéquation les besoins médicaux, tant au point de vue quantitatif qu'en termes de qualité, de performance attendue par les cliniciens. Ça permet notamment de répondre à une attente très forte de la formation continue du personnel qui peuvent évoluer d'un service à l'autre. Et on avait même mis en place cette gestion de parc au niveau du GHT, donc les professionnels peuvent changer d'un service à l'autre, d'un établissement à l'autre. Ça permet également de réduire le délai d'immobilisation des machines, d'être vraiment au plus juste des besoins. Ça permet également de maîtriser mieux les coûts de gestion. Effectivement, on a un coût lissé dans le temps. On savait dès le début du marché. Donc, du coup, ça répond aux besoins également de la direction des affaires financières. Il n'y a plus de budget imprévu au dernier moment. Et enfin, on a un interlocuteur privilégié au sein de l'établissement pour répondre à l'ensemble des besoins, tant en termes cliniciens, techniques, informatiques, que le côté administratif, financier. Pourriez-vous nous expliquer les différentes étapes que vous avez dû mettre en œuvre et peut-être nous dresser le bilan ? Alors oui, effectivement, les premières étapes, c'est bien entendu identifier les secteurs, les besoins de l'établissement pour effectivement trouver les solutions les plus adaptées. Donc faire un état des lieux, identifier le parc installé, bien sûr, mais également identifier l'ensemble des interlocuteurs concernés au sein de l'hôpital, tant côté clinicien, côté fonction support, comme la DSI biomédicale, par exemple, comme les directions stratégiques décisionnaires. Et c'est une fois qu'on a l'ensemble des secteurs identifiés, qu'on fait une analyse du bénéfice de volume, parce que effectivement, une solution de gestion de parc ne s'adapte que dans le cadre d'une massification du projet. Ça ne justifie pas pour un appareil, par exemple. Et à partir de l'ensemble des éléments, on identifie quels sont nos coûts de fonctionnement actuels pour pouvoir mieux analyser est-ce qu'il y a une opportunité d'évoluer. On ne peut pas partir de zéro. Donc c'est pour ça que la connaissance du parc et de la situation est indispensable. La deuxième étape, effectivement, c'est solliciter, si on ne connaît pas exactement précisément, les sociétés potentiellement qui pourraient répondre à ce besoin, avoir leur préestimation, et pour pouvoir effectivement avoir l'aval de principe de la direction. On ne part pas sur un projet de ce type-là
si on n'a pas l'aval de la direction, parce que c'est un projet d'établissement ultra stratégique. Une fois qu'on a l'aval de la direction, qu'on a le retour de proposition côté du fournisseur, là on fait une analyse détaillée des besoins pour adapter l'offre réelle en fonction des réalités budgétaires, des besoins techniques, le dimensionnement du parc. Donc je dirais que le bilan global est assez positif quand l'ensemble des acteurs trouvent leur intérêt, côté fournisseur comme à l'intérieur de l'établissement. Au vu de son intérêt, nous avons pu justement travailler et déployer ce modèle économique sur des domaines au-delà de l'échographie. Nous l'avons déployé en endoscopie, sur les scopes monitorage physiologique. Donc voilà, c'est pour ça que nous pensons que la gestion du parc peut répondre à un certain nombre de besoins et problématiques de nos établissements. Merci pour ces éléments, Madame Ferla. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Jean-Luc Tépinier, directeur gestion de parc en échographie chez General Electric. Bienvenue. Merci. Pourriez-vous nous décrire la proposition faite à l'établissement sur la gestion de parc et la stratégie de collaboration associée pour mettre en œuvre une telle solution? Alors, en fait, ça se passe en 2 étapes. La première, c'est qu'on va récupérer l'ensemble du parc d'échographie. Là-dessus, on va faire une simulation chiffrée pour remplacer chaque échographe et pouvoir comparer cette solution avec différents scénarios en comparant ça par rapport à l'ensemble des habitudes d'investissement de l'établissement et additionner aussi à ça les montants de contrats de maintenance. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va faire un audit qui sera beaucoup plus présent auprès des médecins, des sages-femmes, donc des utilisateurs. L'idée, c'est de définir quel est le juste besoin, d'arriver en fait à des échographes qui correspondent parfaitement à l'activité. On est plus sur un mode dans cette analyse sur un loyer sur mesure, qui correspond vraiment à chaque cas différent. Et dans ce loyer, on inclut un certain nombre de prestations. La première chose, c'est la fourniture de l'échographe, bien sûr. La seconde, c'est toute la maintenance complète, où dedans, on a aussi les remplacements des sondes en cas de bris, de choses de ce type-là. On a aussi la possibilité en cours de vie du marché de changer d'échographe si c'est nécessaire. Bien sûr, toutes les formations sont incluses à la fois pour les équipes médicales, mais aussi pour les techniciens biomédicaux, ce qui nous aide dans la maintenance de ces machines. Et enfin, les upgrades qui vont permettre d'améliorer les machines au fil du temps, puisqu'on va pouvoir bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. Alors, ce n'est pas toujours tous les ans, mais c'est souvent, puisqu'on a un peu, comme on peut voir dans d'autres solutions technologiques, des évolutions majeures, et de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Très bien. Et quelles sont, selon vous, les conditions de réussite pour favoriser une telle mise en œuvre? Alors, c'est vrai qu'au-delà du modèle de Caroline Ferla avec Créteil, où là, on est plus à la recherche d'un interlocuteur privilégié pour pouvoir avoir toutes les prestations que s'est délivré GE Healthcare, avec cet interlocuteur unique qui permet de fluidifier cette relation. La plupart des établissements se rendent compte que les budgets d'investissement pour renouveler l'ensemble des échographes chaque année sont souvent insuffisants. Et c'est là qu'ils vont se tourner vers ce mode d'achat qui, il est vrai, apporte beaucoup d'économies, puisqu'en moyenne, on arrive à mettre en évidence des économies par rapport à une solution d'investissement de l'ordre de 15 à 25%. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant. La plupart des projets démarrent avec 5 échographes. C'est souvent le minimum qu'un établissement, et comme le disait Caroline, c'est une forme de massification. 5 c'est peu, mais c'est déjà un grand début. Et au fil de l'avancée du développement du projet, des différentes analyses, on va étendre ce nombre jusqu'à même beaucoup plus si on inclut les établissements qui font partie du même GHT. L'étape aussi intéressante, c'est qu'on construit ça vraiment avec les ingénieurs biomédicaux de l'établissement. C'est comme le disait Caroline, c'est un vrai projet d'établissement, c'est des vraies stratégies. Et du coup, ça implique un certain nombre d'autres directions dans l'établissement, comme la direction financière, la direction des achats, et parfois même la direction générale. Quand on est sur des volumes de plus de 50 échographes, l'implication est réelle. Merci Monsieur Tépinier et merci encore à vous Madame Ferla pour ce retour d'expérience riche et concret sur la gestion optimisée du parc d'échographes.
Vos témoignages illustrent parfaitement comment une stratégie d'achat repensée, associée à une collaboration étroite entre industriels et établissements, peut répondre à la fois aux enjeux médicaux, organisationnels et économiques. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir à distance le retour d'expérience de messieurs Damien Toter et Thibaut Couder, respectivement responsables des achats et responsables adjoints des achats non médicaux au Centre hospitalier universitaire de Limoges. Et sur ce plateau, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame de Certaine, Anne-Gaëlle de chez Baxter, bonjour, pour compléter ce retour d'expérience sur la gestion de la location et maintenance des lits. Sur cette thématique de possession ou de location-maintenance des lits, on observe différentes stratégies dans les établissements, mais également en fonction des spécialités. Je m'adresse d'abord au centre hospitalier de Limoges. Messieurs, pourriez-vous d'abord nous présenter brièvement l'activité de votre établissement? Pourquoi avoir choisi ce changement de modèle? Quelles ont été les principales étapes dans la mise en œuvre? Bonjour Marielle, merci. Aujourd'hui, le CHU Limoges, c'est 380 000 consultations interventionnelles, 80 000 passages aux urgences et environ 23 600 actes chirurgicaux et interventionnels. Concernant la politique de gestion de nos équipements mobiliers, nous avons à faire face à un parc qui est majoritairement vieillissant dans un contexte budgétaire complexe comme pour de nombreux établissements, mais particulièrement accentué au CHU de Limoges par une restructuration totale de nos bâtiments principaux sur les 10 prochaines années, qui implique un niveau d'investissement extrêmement important. Notre objectif est toujours de proposer aux patients et aux professionnels des équipements en bon état et d'apporter également des innovations à notre échelle. Nous maintenons une part d'investissement classique pour de nombreuses opérations. Néanmoins, nous avons souhaité profiter d'un projet particulier pour faire évoluer également nos pratiques en matière d'investissement. En collaboration avec la société Baxter, nous avons déployé 30 nouveaux lits différents de notre parc existant qui embarquent de nouvelles fonctionnalités au bénéfice de nos professionnels et patients. Cette nouvelle gamme de lits sera prochainement connectée. S'agissant d'une gamme et d'une marque différente et embarquant de nouvelles technologies, nous avons souhaité partir sur une solution clé en main sur le long terme, que ce soit sur le plan de la maintenance que de l'évolution potentielle. C'est là que la proposition de location prend tout son sens. Cela nous permet de tendre vers des solutions en coût complet que nous souhaitons développer tant sur l'investissement que sur l'exploitation. Aussi, nous avons travaillé en collaboration avec notre fournisseur pour définir un coût journalier tenant évidemment compte de la durée de location ainsi que des services associés pour obtenir ce qui nous semble être le meilleur compromis aujourd'hui, soit un coût connu, maîtrisé, tout en apportant une valeur ajoutée à notre parc. Très bien. Avez-vous une idée du seuil de rentabilité d'une telle solution? Quelles ont été les difficultés rencontrées? Aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour évaluer un éventuel seuil de rentabilité, les lits ayant été déployés en début d'année, en janvier 2025, sur un périmètre restreint de 30 lits répartis sur 6 secteurs différents. Encore une fois, il s'agit avant tout pour nous d'un projet veillant à apporter une nouveauté technologique. Nous profitons de ce dernier pour expérimenter également en termes de coûts. Comme nous l'avons brièvement présenté, nous maintenons une politique de renouvellement hybride et nous avons acquis 40 lits classiques sur un autre secteur sur une temporalité similaire. Cela sera l'occasion pour nous d'évaluer et comparer plus précisément le coût ainsi que le cycle de vie de deux parcs différents, via notamment notre GMAO, et d'en tirer un bilan dans le temps. Dans le contexte actuel, la solution de location nous offre plus de marge de manœuvre et ouvre des perspectives intéressantes qui sont à développer majoritairement avec les industriels, tant sur le plan économique, technique et qu'environnemental, en engageant par exemple des systèmes de rotation des équipements avant qu'ils ne soient trop usés, en les reconditionnant et en les réinjectant dans l'établissement, tout en garantissant un coût journalier constant. Cette vision à long terme marque à notre sens la principale difficulté qui réside dans l'évolution de nos pratiques et du mode de fonctionnement. Aujourd'hui, nous devons migrer vers une analyse en coût complet et cycle de vie. La solution de la location est un des leviers qui permet cette maîtrise sur le long terme. Cela implique d'abandonner l'historique vision d'acquisition pour développer des relations sur le long terme avec un ou plusieurs fournisseurs pour gagner en efficience sur la gestion de parc et surtout sa maîtrise budgétaire. Merci pour ces éléments, messieurs. Je me tourne maintenant vers vous, Madame Anne-Gaëlle de Certaine, responsable marketing chez Baxter. Quelle est votre vision du marché français sur ces techniques de gestion de parc par rapport à d'autres pays? Alors, il me paraissait important déjà de revenir sur le contexte et un postulat qu'on connaît tous. Le système de santé français aujourd'hui, il fait face à des défis majeurs. Alors, quels sont ces défis? Des ressources financières limitées, un réel besoin d'innovation pour pallier à la grande disparité dans la qualité des soins et enfin une pénurie de personnel qui nécessite de se recentrer
sur les soins, sur le patient et de gagner du temps. Il y a une notion importante qui découle de ça, c'est la notion d'attractivité de l'établissement. En fait, pour fidéliser son personnel soignant, un établissement, il se doit d'être attractif. Un établissement attractif, c'est un établissement qui a plus de personnel à dispo. Donc, ça lui permet d'augmenter sa capacité d'accueil, bien sûr, et en même temps d'améliorer la qualité de sa prise en charge. Pour garantir un accès aux soins de qualité et répondre aux besoins de chacun, il devient donc crucial de repenser notre modèle de santé en intégrant des solutions innovantes. Alors, ça peut être des solutions technologiques, organisationnelles, tout en préservant les valeurs humaines et l'excellence des soins. C'est pourquoi le secteur de la santé, il se doit d'ajouter cette notion de valeur dans les approvisionnements et ne plus se focaliser uniquement sur les volumes, les coûts ou les indicateurs cliniques basiques. Et pourriez-vous nous dire comment votre offre a vu le jour, via quel type de marché, et quelle a été la collaboration avec l'établissement pour faire émerger ? Bien sûr. Alors, le marché RESA, gestion de parc de lits, il a été lancé en septembre 2024 et en fait, il s'axe sur cette valeur qu'on doit chercher à l'achat en offrant une approche collaborative sur les résultats de la maîtrise des coûts à court terme et l'association autour des soins centrés sur le patient. Alors, je vais essayer de vous donner en tout premier lieu une définition assez simple de ce qu'est ce marché gestion de parc. Alors, l'idée principale, c'est l'accompagnement au changement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire vous accompagner sur une proposition de service globale, intégrant aussi bien de la fourniture d'équipements, des prestations d'audit, de maintenance, de géolocalisation en temps réel, qui vous permet d'avoir une vision en coût complet. C'est ça la notion qui est importante, c'est vraiment la vision en coût complet du parc durant toute sa durée de vie. Ça, c'est la définition, on va dire, très résumée. Concrètement, quel est l'intérêt pour un établissement, un GHT ou même un service ? Ce qu'il faut retenir, c'est l'idée d'offre de service et plus spécifiquement d'accompagnement personnalisé. Ça veut dire qu'en fait, le prérequis de base de ce marché, c'est en fait la notion d'audit. Je vais vous donner un exemple. Je me rends compte que dans mon service d'oncologie, par exemple, j'ai tel type de lit. C'est pas adéquat, donc ces lits-là, je vais pas m'en débarrasser. On va me dire plutôt de les passer dans un autre service, un étage au-dessus, un étage en dessous. Et du coup, on va m'apporter les outils pour pouvoir renouveler mon parc dans ce service d'oncologie. Et dans ce cadre-là, on va m'apporter en fait une solution full service. Donc si on doit retenir le concept en quelques mots, et c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est le bon équipement, bien maintenu, au bon moment, au bon endroit et surtout pour le bon besoin. Donc on va se positionner non pas comme de simples fournisseurs, mais vraiment comme des partenaires stratégiques en proposant des modèles innovants et surtout flexibles. Très bien, merci pour vos témoignages. On retient une approche résolument tournée vers l'accompagnement, la flexibilité et la valeur ajoutée avec un objectif clair. Mettre le bon équipement au bon endroit, au bon moment et pour le bon usage. Une très belle démonstration de ce que peut être un partenariat stratégique au service de la performance et du soin. Enfin, pour un dernier retour d'expérience, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Michael Deslandes. Vous êtes conducteur d'opération et chef de projet bloc opératoire et imagerie au pôle investissement et logistique du Centre hospitalier universitaire de Nantes. Bienvenue et vous venez nous partager votre projet très ambitieux qui va au-delà de la gestion de parc. Alors, Monsieur Deslandes, dans le cadre de la construction de votre nouvel hôpital, vous avez lancé le projet Piment, qui a permis de redéfinir les achats pour l'imagerie de coupe et interventionnelle à l'échelle de votre territoire, du GHT 44. Pourriez-vous nous préciser la genèse de ce projet et en quoi il a consisté ? Oui, bonjour. Donc, merci de m'accueillir et de donner l'opportunité au CHU de Nantes de présenter son programme Piment. Comme vous l'avez dit, donc, il est centré sur le futur CHU Île de Nantes qui est actuellement en construction et qui ouvrira ses portes en 2027. Et donc, il a permis, oui, de redéfinir les achats à l'échelle du GHT 44, donc le département de Loire-Atlantique, pour tous les achats d'imagerie de coupe et d'imagerie interventionnelle.
Donc pour ce projet, nous avons poursuivi 3 objectifs. D'abord, réduire le coût du parc, essayer de générer des gains budgétaires. Ensuite, créer un partenariat scientifique industriel ambitieux dans l'idée d'avoir plus facilement accès à l'innovation pour nos équipes médicales et pour générer davantage d'attractivité également pour ces équipes. Et enfin, un dernier objectif qui fait peut-être la singularité de notre projet par rapport à d'autres, c'est la volonté, notre souhait de bénéficier de solutions originales pour assurer la permanence des soins lors du transfert vers notre futur CHU en 2027. Ce marché, il a plusieurs caractéristiques. D'abord, son envergure, donc 55 millions d'euros sur 12 ans, plus de 35 équipements lourds qui sont concernés. On inclut là les renouvellements à 7 ans en IRM et en scanner. Ensuite, les modalités concernées, je le disais à l'instant, IRM, scanner, salle d'imagerie interventionnelle, arceau de bloc opératoire, et un certain nombre de services et de produits qui tournent autour de ces équipements lourds, à savoir les logiciels de post-traitement en imagerie, les solutions de financement et le financement des travaux d'accompagnement. On peut citer cet aspect territorial qui le caractérise également, et même au-delà, puisqu'on a associé 2 GIE à notre démarche, 2 groupements d'intérêt économique. Et enfin, donc, un partenariat scientifique qui démarre très très bien également. Et puis l'accompagnement au déménagement pour l'ensemble des modalités qui devront être déménagées en 2027. Très bien. Et pourquoi avoir choisi cette procédure ? Alors, monter un programme de 12 ans sur autant d'équipements nécessite forcément d'échanger avec les candidats. Donc, le dialogue compétitif s'est imposé naturellement. Ensuite, sur la stratégie, on a choisi du coup de créer un contrat de long terme, donc 12 ans, avec un élargissement géographique important de façon à augmenter le chiffre d'affaires potentiel qui sera réalisé par les candidats. Et ce chiffre d'affaires, on est venu le consolider en s'engageant de façon ferme en disant aux candidats, sur 2024 à 2027, nous allons commander 14 des 17 équipements lourds chez vous. Et ensuite, on va venir piloter un taux d'exclusivité à hauteur de 75%. Et donc, lorsqu'on parlait de gestion de parc tout à l'heure, je vais préciser juste un élément. Ici, on n'est pas vraiment dans un dossier de gestion de parc. C'est-à-dire qu'on a conçu un marché à bon de commande dans lequel on va venir commander des systèmes. Donc, 3 machines sur 4 seront commandées chez Siemens, qui a remporté cet appel d'offres. Et 1 machine sur 4 sera commandée via les canaux habituels, via les centrales d'achat. Et alors, pourquoi couvrir 75% du parc et non son entièreté ? Pour 2 raisons. La première, c'est l'innovation. L'innovation, c'est une des caractéristiques du marché de l'imagerie médicale. On a beaucoup de sorties, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux équipements. Et ces 75% et ces 25% exclusion permettront d'aller commander des innovations chez d'autres fournisseurs, si on ne les retrouve pas chez notre fournisseur attitré. Ensuite, la deuxième, c'est de ne pas fermer complètement l'accès au marché, au parc du GHT pour la concurrence, dans l'idée de maintenir une certaine émulation au niveau du GHT et de faciliter la reconduite du marché dans une 12aine d'années. Et pouvez-vous nous partager les résultats de cette démarche innovante ? Bien sûr. Sur les impacts budgétaires, parce que c'était un des objectifs principaux, le programme Piment permet de baisser le coût du parc d'environ 15%. Dans ces 15%, on retrouve le fait de bénéficier de meilleurs tarifs par la massification et par la stratégie achat. Également une négociation poussée sur un certain nombre d'aspects techniques comme les upgrades d'IRM, des prix de transfert, etc. Ça, c'est pour l'aspect économique. Sur l'aspect partenariat scientifique, on a un partenariat qui démarre avec des moyens humains qui sont assurés, des moyens financiers également dont on bénéficie. Et enfin, sur le 3e point, le transfert vers Île de Nantes, on bénéficie de solutions informatiques, de gestion de projet, de solutions financières également pour nous aider dans cette démarche. Et il y a un autre effet aussi qui est indirect, c'est que l'on peut signaler sur la conduite de ce projet. Et là, on va revenir aux fondamentaux de l'achat. Pour bien acheter, il faut définir son besoin avec précision. Et le fait d'avoir un projet immobilier de grande ampleur, ça nous oblige à repenser complètement nos organisations sur l'imagerie médicale. Quelle machine va aller où pour faire quelle activité ? Et donc, le projet Piment, il a servi vraiment de catalyseur pour l'ensemble de ces réflexions, sachant que ces réflexions, elles sont hyper collectives, puisqu'on avait près de 50 personnes embarquées dans le projet, des radiologues diagnostiques, des médecins interventionnels. Et donc, tout le monde a pu échanger sur la façon dont il se projetait, les machines dont il aurait besoin sur l'île de Nantes.
Et voilà, donc c'est un effet hyper positif de ce projet également. Merci Monsieur Deslandes pour la présentation de cet ambitieux projet qui démontre que cette nouvelle approche d'achat permet d'aboutir à des gains significatifs tout en créant un partenariat scientifique et industriel solide. Merci à nos intervenants pour ces retours d'expérience très éclairants sur la gestion en coût complet des dispositifs médicaux. Ces exemples concrets illustrent bien les leviers d'efficience que peuvent mobiliser les établissements. Nous poursuivons maintenant avec une séquence tournée vers l'avenir, en donnant la parole à deux acteurs majeurs de centrales d'achat hospitalières, le RESA et UniAchat. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ils nous partageront leur vision prospective sur l'évolution des pratiques d'achat et les dynamiques à venir dans le cadre de la performance achat et logistique. Monsieur Gand, bonjour. Vous êtes ingénieur et acheteur au sein de la filière ingénierie biomédicale d'UniAchat. Quels sont pour vous les principaux bénéfices qui doivent amener la direction d'un établissement à s'orienter vers une telle gestion de parc? Bonjour. Alors avant de parler bénéfices, j'aimerais parler besoins. En fait, la gestion de parc découle souvent de deux problématiques. La première, ça peut être la recherche d'une alternative à l'absence d'un budget d'investissement. Et la seconde, ça va souvent être la volonté d'avoir une massification, une mutualisation des équipements et des prestations. Prestations telles que la maintenance ou la formation. Et à partir de là, on va pouvoir parler de bénéfices. Je ferai un petit pan et une petite bascule vers les marchés de modalité. Tous nos marchés, quasiment tous nos marchés de modalité permettent de faire de la location, permettent de faire de la LOA, permettent de faire de l'achat. Mais quand on parle vraiment de gestion de parc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler à proprement parler de gestion de parc, mais de prestations environnantes et d'optimisation d'un parc d'équipements. À partir de là, les avantages et les bénéfices sont: vous allez louer, vous allez connaître en amont un loyer qui va être fixé, donc vous allez pouvoir optimiser votre TCO. Vous allez avoir un parc qui va être maintenu le plus à jour possible, il va être maintenu techniquement. Vous allez gérer son obsolescence et vous allez avoir la garantie d'avoir toujours des machines de pointe, les plus en amont au sens de l'innovation. Donc là aussi extrêmement séduisant pour tout ce qui est corps médical. Et puis dernièrement, quelque chose, je suis ingénieur biomédical et je pense que les biomédicaux y sont extrêmement attachés, c'est tout le pilotage de l'activité, le suivi en temps réel de son parc. Est-ce que mon parc est surexploité? Est-ce que mon parc est sous-exploité? Et la possibilité justement de faire varier le nombre de machines. C'est très facile de le faire à la hausse. Les industriels vont vous vendre des machines, vont vous louer des machines dans le cadre d'une location et d'une gestion de parc. À la baisse, c'est plus particulier, c'est plus difficile, mais aujourd'hui, UniAchat a réussi à challenger ces industriels pour que dans ces prestations d'optimisation d'un parc, on puisse avoir cette modulation à la baisse. Très bien. Et comment intégrez-vous ce type de marché dans les offres d'UniAchat? Alors aujourd'hui, UniAchat tire sa feuille de route principalement de ses établissements. On est tout le temps connecté, on tire vraiment nos engagements, nos feuilles de route, nos axes de travail de nos établissements. Néanmoins, nous avons il y a quelques années lancé une nouvelle filière innovation en charge auprès de tous les industriels de capter cette innovation. Il est très important, le plus en amont possible avec nos adhérents, d'échanger sur cette feuille de route et puis de les sensibiliser, de les alerter sur ces particularités de marché qui peuvent ne pas convenir à tout type d'établissement. Qui dit gestion de parc, dit volumétrie minimum. Ça va pouvoir s'adresser à un très gros établissement, type CHU, mais aussi à des centres hospitaliers de plus petite taille, dans le cadre du déploiement sur un service complet. Mais bien les alerter le plus en amont possible sur cette problématique, ce n'est pas vraiment le cas, mais petite particularité de ces marchés en gestion de parc. Il en va aussi de même avec nos fournisseurs. On peut avoir des fournisseurs qui sont excellents sur un achat spot pour vous vendre une machine, pour vous accompagner sur la maintenance, la formation. Mais dès qu'on va être amené à déployer de nombreux équipements, dès qu'on va être amené à piloter le parc dont je parlais en amont, là, ça peut demander une expertise assez particulière qui nécessite d'être travaillée au fil du temps. Et je voudrais saluer la société Samsung avec qui nous avons lancé il y a plus de 10 ans l'échographie en gestion de parc. Aujourd'hui, on ne fait pas que de l'échographie, on ne propose pas que de l'échographie en gestion de parc, mais ça a été le marché pionnier. Et au fur et à mesure des différentes itérations, nous avons su capitaliser et optimiser pour proposer toutes ces prestations. Donc voilà, ces marchés, attention à nos adhérents en amont pour bien les sensibiliser sur les particularités. Attention aussi avec nos industriels et nos fournisseurs, notamment sur les phases de sourcing, pour les alerter sur ce qu'on attend. Ce n'est plus uniquement louer un équipement, mais c'est tout l'environnement de ces équipements.
Et puis ensuite, une fois que les marchés sont contractualisés, on met à disposition de nos adhérents, des établissements, des kits de marchés subséquents, parce que bien souvent, ça passe par la relance d'un marché subséquent, qui remet en concurrence des titulaires d'un accord cadre, ou alors, quand il y a un seul titulaire, qui viennent préciser et affiner le besoin. Donc on est là tout au long de la chaîne, en amont, au moment de la passation des marchés subséquents, et en aval, pour les accompagner sur la vie et la gestion de ces marchés. Donc en tout cas, ces marchés, que ce soit les achats spot de modalité ou ces marchés de gestion de parc, se complètent aujourd'hui parfaitement dans l'univers Uniachat. Merci Monsieur Gant. Votre intervention met en évidence l'importance d'une approche stratégique et adaptée aux réalités budgétaires et organisationnelles des établissements, tout en soulignant le rôle d'Uniachat dans l'accompagnement des adhérents vers des solutions innovantes, évolutives et économiquement performantes. Nous accueillons maintenant Madame Dizier. Vous êtes DGA au sein du RESA. Le RESA est connu pour son action au niveau européen. Est-ce que vous auriez des témoignages? Avez-vous eu des collaborations avec des établissements hors de nos frontières? Oui, sur la thématique de la gestion de parc, on a travaillé au sein du RESA avec notre direction de l'international et de l'innovation, parce que c'est une seule et même équipe, parce que souvent les sujets sont liés entre la coopération européenne et l'innovation. Donc on a travaillé avec eux pour interroger notre réseau de partenaires européens sur leur vision de la gestion de parc. Est-ce qu'ils connaissaient ces modèles? Est-ce qu'ils y avaient recours? Est-ce qu'ils étaient plus ou moins avancés que nous sur le territoire français? Il s'est avéré qu'il y avait un fort intérêt des établissements européens pour ce genre de nouveaux modèles d'achat, avec des degrés de maturité assez distincts entre certains qui peuvent être un peu réfractaires ou inquiets, notamment sur les sujets de responsabilité contractuelle. C'est quelque chose qui est souvent revenu dans nos discussions. Et puis d'autres, au contraire, qui sont très séduits et qui ont suffisamment travaillé avec leurs services à la fois médicaux mais aussi financiers pour s'engager vraiment dans ce genre de contrat, à telle enseigne qu'on a le Luxembourg, le centre hospitalier du Grand-Duché de Luxembourg, qui a utilisé un marché RESA pour la gestion de parcs d'échographes, donc avec la société GE qui était titulaire de ce contrat. Leur parc était un parc d'à peu près une centaine d'échographes et ils ont donc utilisé ce marché assez innovant. C'était en 2022-2023 et ils sont toujours en train de déployer, puisque comme le sujet était assez vaste, il y a eu toute une temporalité pour mettre en place le modèle dans les différents services concernés. Donc oui, il y a un intérêt. Il y a les Belges aussi, nos collègues belges, qui sont intéressés par les contrats de gestion de parc, et à tel point qu'on a décidé, en accord aussi avec le sourcing qu'on peut faire auprès des industriels, bien sûr, d'ouvrir le plus possible, dès la mise en concurrence, nos marchés de gestion de parc à tous les établissements européens, s'ils ont la capacité de recourir au RESA. Parfait, merci. Si vous deviez retenir un des avantages, quel serait-il? Alors moi, je vois un avantage, mais qui est vraiment un avantage stratégique, on va dire, et prospectif, puisque c'était un peu l'enjeu aussi de l'intervention de mon collègue d'Uniachat et de moi en représentant les centrales d'achat, c'est de voir dans quelle mesure ce modèle peut s'inscrire dans quelque chose de plus large, je pense. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la gestion de parc, c'est non seulement une performance économique qu'on va rechercher, une recherche aussi d'innovation, d'avoir toujours le meilleur matériel possible à disposition, mais je trouve que ça permet aussi d'avoir une performance écologique et une performance sociale assez importante, puisque dans les marchés de gestion de parc, en tout cas que nous, on a au RESA, on prend soin aussi de valoriser et d'encourager les titulaires qui vont proposer des modalités intéressantes de reprise du parc existant, mais aussi de reprise du parc en cours de contrat de gestion de parc. Pour être clair, en gros, ce qu'on cherche, c'est un titulaire qui va être capable de reprendre des anciens équipements, les reconditionner et les remettre sur le marché, soit d'établissements français, soit d'établissements même européens. On sait que certains le font et je trouve que c'est très intéressant d'utiliser aussi cette gestion de parc comme levier pour créer une filière du reconditionné sur les équipements biomédicaux et sur d'autres sujets, mais sur les équipements médicaux, ça me semble vraiment important parce que ça fait longtemps qu'on en parle, que ça a du mal à décoller, soyons clairs, pour des sujets réglementaires, mais pas uniquement. Donc la gestion de parc, c'est vraiment l'opportunité, je trouve, de créer cette filière avec des industriels prêts à jouer le jeu et des établissements qui, en utilisant la gestion de parc, vont aussi contribuer à créer cette filière du reconditionné. Nous, ce qu'on prévoit maintenant, pour un peu que la boucle soit bouclée, c'est des contrats de gestion de parc, mais aussi dans les contrats plus classiques d'acquisition, la possibilité pour les industriels de proposer des matériels reconditionnés. Donc en gros, un matériel quelqu'un aura pu récupérer dans un contrat de gestion de parc pourra peut-être se retrouver chez l'établissement voisin qui est peut-être pas encore mûr pour la gestion de parc, mais qui pourra bénéficier d'un matériel de seconde main, donc en contribuant à cette performance globale de l'achat et de la logistique à laquelle on croit beaucoup au RESA. Merci beaucoup Madame Dizier pour ces éléments. Vous avez montré que la gestion de parc dépasse nos frontières.
avec des collaborations européennes. Malgré des différences réglementaires, l'intérêt est réel. Vous avez également souligné que ce modèle d'achat est exemplaire. Il allie performance économique, sociale et environnementale. Grâce aux offres du RESA qui intègrent la reprise et le reconditionnement, une véritable filière circulaire est en train de se mettre en place, ce qui répond également à des enjeux d'achat responsable. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que l'achat global, sous la forme d'un contrat de gestion de parc, dépasse largement la simple acquisition d'équipements. Il ouvre la voie à des prestations personnalisées, construites dans un véritable partenariat entre les établissements et les industriels. Cette approche permet aussi d'adapter, d'optimiser et de mutualiser les volumes de parc, un atout précieux pour améliorer la cohérence des équipements à l'échelle d'un territoire. Elle apporte en outre une stabilité financière rassurante pour les établissements confrontés à des budgets contraints, en donnant une meilleure visibilité sur les coûts dans le temps. Enfin, rappelons que les ingénieurs biomédicaux, dans leur rôle d'acheteurs, soutenus et accompagnés par la FIB, sont des acteurs clés de ce type de démarche. Ils mobilisent les leviers stratégiques nécessaires pour atteindre la performance attendue tout en intégrant les enjeux de territorialisation et de durabilité sur le plan environnemental et sociétal. C'est ainsi que nous pourrons transformer nos pratiques d'achat en véritables leviers de performance au service du soin. Je remercie l'ANAP pour m'avoir sollicité et participé à cette webconférence et à faire participer la FIB à ce projet. Chers participants, nous arrivons au terme de cette webconférence consacrée à la gestion de parc en établissement de santé. Et je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement tout au long de cette session. Au fil des interventions, nous avons pu constater à quel point la gestion globale des équipements, à travers des contrats de gestion de parc ou d'achat en coût complet, constitue aujourd'hui un levier majeur de performance pour nos établissements. Les témoignages de nos intervenants, qu'ils soient institutionnels, hospitaliers ou industriels, ont permis d'illustrer concrètement les bénéfices de ces approches. Une vision stratégique et globale de l'achat, comme l'a rappelé Madame Chasse, qui s'inscrit pleinement dans la feuille de route nationale de la performance achat et logistique et qui permet d'aligner les enjeux économiques, médicaux et organisationnels. L'efficience économique et la maîtrise des coûts, soulignée par Valentin Simon, grâce à la prise en compte du coût complet de possession, à la mutualisation des prestations et à la visibilité budgétaire offerte par ces nouveaux modèles contractuels. Des retours d'expérience hospitaliers inspirants, à l'image du CHU de Créteil ou du CHU de Limoges, qui ont montré comment la gestion de parc permet d'adapter les équipements aux besoins cliniques, d'optimiser la maintenance, de fluidifier les parcours et de renforcer la satisfaction des équipes comme des patients. L'importance de l'accompagnement au changement et de la collaboration, que ce soit avec les industriels, les centrales d'achat ou les partenaires territoriaux, pour bâtir des solutions sur mesure, innovantes et évolutives, comme l'ont illustré les interventions de General Electric, Baxter, Uniachat et RESA. Et l'ouverture vers l'avenir, avec des projets ambitieux comme celui du CHU de Nantes, qui démontrent que ces démarches peuvent aussi être des moteurs d'innovation, de partenariat scientifique et de transformation organisationnelle à l'échelle d'un territoire. Ce qui ressort de nos échanges, c'est que la réussite de ces nouveaux modèles repose avant tout sur la capacité à travailler ensemble, à croiser les expertises, à partager les retours d'expérience, à oser repenser nos pratiques et à placer la valeur d'usage, la durabilité et la performance au cœur de nos stratégies d'achat. Nous souhaitons que les idées, les outils et les exemples partagés aujourd'hui puissent nourrir vos réflexions et vous accompagner dans la conduite de vos propres projets. Continuons à faire vivre cette dynamique collective, à innover et à mutualiser nos forces pour répondre aux défis de demain. Performance économique, qualité des soins, attractivité des établissements et transition écologique. Merci à tous les intervenants pour la richesse de leurs contributions et merci à vous, participants, pour votre attention et vos questions. Restons en lien, partageons nos bonnes pratiques et construisons ensemble un avenir plus efficace, plus solidaire et plus durable pour notre système de santé. Et un grand merci à toi, surtout Magali, de m'avoir accompagnée dans cette webconférence. Merci Marielle, à toi également. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée. L'ANAP, l'expertise en partage.